Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission préparée par toute la rédaction française de la Radio Tchèque. Au programme du jour, la disparition à l'âge de 82 ans du dernier grand réalisateur tchèque de l'âge d'or du cinéma des années 60, Jiří Menzel. Nous reviendrons sur sa vie et sa cinématographie étroitement liée à l'histoire du pays. C'est l'exposition événement de la rentrée, celle consacrée aux objets d'art égyptiens de la 5e dynastie qui a ouvert fin août au Musée national de Prague. Nous l'avons visité. Et puis, des archéologues tchèques ont découvert une épée celtique rare sur le site d'un ancien oppidum en Bohême de l'Est. Nous en parlerons en fin d'émission. Bonne écoute de ce programme. Le cinéma tchèque et mondial est en deuil cette semaine après l'annonce du décès le 5 septembre du grand Jiří Menzel, connu entre autres pour ses adaptations à l'écran des romans de son ami Bohumil Hrabal. Mort à l'âge de 82 ans, il était le dernier d'une génération de réalisateurs tchèques qui ont représenté l'âge d'or et la nouvelle vague du cinéma tchécoslovaque des années 60. De cette génération, il reste 2 représentants aujourd'hui, mais en Slovaquie, les réalisateurs Juraj Jakubisco et Dušan Hanak. Hommage à Jiří Menzel, décédé donc le 5 septembre par Alexis Rosenzweig. En plus d'être particulièrement pénible sur le plan sanitaire, l'année 2020 aura été fatale à la nouvelle vague de la cinématographie tchécoslovaque et à ses derniers représentants. Après le décès d'Ivan Passer en janvier, Jiří Menzel était le dernier des Mohicans, dont les illustres collègues Wojciech Jasný et Miloš Forman avaient disparu au cours des 2 années précédentes. Contrairement à ces 3-là, mais tout comme la grande Věra Chytilová, Jiří Menzel n'a pas quitté la Tchécoslovaquie normalisée après l'écrasement du printemps de Prague. Sur la quinzaine de films qu'il a réalisés figurent donc également quelques classiques des années 70 et 80. The winner is Czechoslovakia for Closely Watched Train. I am very happy that Americans like Czech film. Mais ce sont évidemment les trains étroitement surveillés qui feront d'abord entrer un Menzel âgé seulement de 29 ans à la postérité. Un film récompensé en 1967 par l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Le réalisateur avait déjà participé à l'adaptation des écrits de l'écrivain tchèque Bohumil Hrabal dans un film de 1965, Le crime à l'école de jeunes filles. Sa collaboration et sa complicité avec l'une des plus grandes plumes de la littérature tchèque contemporaine va marquer la carrière du réalisateur, qui déclarera que cette amitié a davantage compté dans sa vie que tous les prix qui lui ont été décernés, Oscar compris. Je n'avais pas le courage d'être sur scène ou devant la caméra, mais je voulais devenir réalisateur. La réalisation est une très bonne profession. Les acteurs jouent pour vous et vous en tirez gloire. Vos collègues fabriquent le film et vous pouvez faire le tour des festivals. Relativisant le nombre de rôles qu'il a interprétés, voilà comment Jiří Menzel décrivait son métier, non sans un certain humour et un sens de l'autodérision qui ont marqué son œuvre, qu'elle soit inspirée par Hrabal ou d'autres. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Son adaptation en 68 du livre de Vladislav Vančura, Un été capricieux, contient des scènes et des dialogues légendaires comme celui qu'on vient d'écouter, des dialogues que connaissent encore par cœur les plus jeunes générations de Tchèques et de Slovaques. Le film figurait dans la sélection officielle du Festival de Cannes qui sera finalement annulé en 1968. Après l'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie, d'autres grandes plumes aideront le réalisateur à sortir du marasme ambiant. Les prolifiques créateurs du théâtre Jara Zimmerman, Ladislav Smoliak et Zdeněk Svěrák sont entre autres les auteurs du scénario de Na samotě u lesa, un film qui permettra en 1976 de faire oublier quelque peu Celui qui cherche l'or, réalisé 2 ans plus tôt et qualifié de film de la normalisation. Jiří Menzel a déclaré ne pas avoir honte d'avoir signé l'anti-charte, ce sinistre document que le régime communiste a fait signer à de nombreuses personnalités pour décrédibiliser la charte 77 des dissidents tchécoslovaques. Ce sont ceux qui nous ont contraints à signer qui devraient avoir honte, selon le réalisateur, qui exprimera pourtant de la honte pour ce qui se passe dans son pays au quotidien français Le Monde en avril 89. Havel, lui, sait exprimer ses opinions et en supporter les conséquences. Pourquoi me faire meilleur que je ne suis ? Moi, je me suis laissé décourager. Je suis opportuniste, je n'aime pas les conflits. C'est en cela que Václav Havel est plus honnête que moi, déclarera
Jiří Menzel au quotidien français. 2 ans après la révolution de velours de novembre 89, le cinéaste tourne d'ailleurs une adaptation de l'opéra du Gueux, d'après la version écrite en 1975 par le dissident Havel, devenu entre-temps président de la République. Menzel profite aussi de l'ouverture des frontières pour aller travailler à l'étranger, notamment à Paris, où en 1993, le francophone qu'il est met en scène une pièce d'Eugène Labiche à la Comédie Française, à la demande de son administrateur général Jean Lassalle. Au tout début, quand M. Lassalle m'appelait, je pensais que c'était une blague. Le Tchèque toujours réagit avec l'humour. Autant qu'en l'Ouest, par exemple, il y a une grande panique avec Tchernobyl. Dans cette époque, à Prague, on fait des blagues. Les Tchèques ils savent rire dans chacune position. Oui. Et maintenant, ça manque un peu l'humour chez nous. Puisque vous ne l'aimez pas. C'était Jiří Menzel dans un reportage diffusé en 1993 par la chaîne française France 3. Avant un dernier film, Don Shiny, sorti en 2013 et très vite oublié, Jiří Menzel parviendra, après un long feuilleton juridique, à adapter une dernière fois l'œuvre de son défunt ami Hrabal avec Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, récompensé par le Lion d'or du meilleur film tchèque de l'année 2006. Avant une lourde opération en 2017, le réalisateur est passé une dernière fois devant la caméra pour interpréter le rôle principal du film Tlumočník, l'interprète sorti en 2018, l'année où la Berlinale lui décerne un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre. Cela fait maintenant près de 60 ans que les archéologues tchèques et égyptiens travaillent ensemble sur le site d'Abou Sir afin de tenter de percer les mystères de l'Égypte antique. Pour la première fois, le Musée national de Prague accueille depuis fin août une vaste collection d'objets d'art prêtés par plusieurs musées, dont celui du Caire. Ces objets sont réunis dans une exposition intitulée « Les Rois du Soleil » qui s'achèvera le 7 février 2021. Marion Gallard l'a visité. Des jeux d'ombre et de lumière sur des centaines d'objets dont certains ont plus de 5000 ans. Pas de doute, nous sommes bien plongés dans la nouvelle exposition du Musée national de Prague, Les Rois du Soleil. Ouverte au public le 31 août dernier, l'exposition est le résultat d'un projet international qui montre les plus grandes découvertes des égyptologues tchèques sur le site archéologique d'Abou Sir. Il s'étend du Caire au nord jusqu'à l'oasis de Fayoum au sud. S'y trouvent des pyramides et tombeaux de la famille royale qui remontent au temps du Vieil et du Moyen Empire de l'Égypte ancienne, mais également des nécropoles non royales datant parfois du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Si le site d'Abou Sir a été exploré par des Européens pour la première fois dans les années 1840, notamment par l'Allemand Karl Richard Lepsius, les Tchèques s'intéressent à l'égyptologie depuis le XIXe siècle, selon Pavel Onderka, conservateur au Musée national de Prague. Ici, nous avons également voulu souligner le fait que l'égyptologie a une tradition beaucoup plus longue en pays tchèque. Elle ne commence pas en 1960, date à laquelle l'Institut tchécoslovaque d'égyptologie entame sa mission à Abou Sir. L'intérêt pour l'égyptologie remonte à bien plus longtemps. Des objets égyptiens sont rapportés en pays tchèque dès le début du XIXe siècle. C'est le cas notamment d'une des plus précieuses statuettes de nos collections. Abou Sir est depuis les années 1960 fortement connecté aux recherches de l'Institut tchèque d'égyptologie de l'Université Charles. L'égyptologue tchèque de renom Miroslav Barta travaille sur le site d'Abou Sir depuis de nombreuses années et ses fouilles ont mené à la découverte de plusieurs tombes depuis les années 1990. Le partenariat a une longue tradition qui remonte aux années 1960. Je connais l'égyptologue Zahi Hawass depuis mon premier séjour en Égypte en 1961, d'abord en tant qu'étudiant, puis en tant que collègue et ami de Zahi Hawass. Donc le partenariat a eu une certaine évolution dans le temps. Certains de ces étudiants venaient au départ de grandes universités américaines. Maintenant, ils viennent de Prague pour beaucoup d'entre eux. L'exposition concerne l'époque de la 5e dynastie qui a régné sur l'Égypte antique pendant environ 150 ans, du 25e siècle au 24e siècle avant Jésus-Christ. 4 rois et plusieurs reines de la 5e dynastie sont inhumés à Abou Sir, leurs tombeaux se situant près des pyramides du site.
Plus tard, pendant la période du Nouvel Empire, le roi Ramsès II a fait édifier un temple près du lac d'Abou-Sir. Malgré le nom de l'exposition, Les Rois du Soleil, celle-ci ne s'intéresse pas uniquement à la famille royale. L'exposition présente ainsi des papyrus, des objets du quotidien, des statuettes en lien avec la religion et s'intéresse aussi à des dignitaires et aux sages. La statue du prêtre Néfer, retrouvée dans son tombeau, figure d'ailleurs sur l'affiche de l'exposition. Certains objets présentés, comme notamment les sarcophages, sont particulièrement imposants, ce qui a compliqué leur transport, comme le rappelle Pavel Onderka. L'ensemble de la logistique était extrême. Les objets sont monumentaux et l'exposition s'efforce de montrer ce qu'était cette période de la manière la plus large possible. Tous les objets présentés ne sont pas issus des fouilles tchèques sur le site d'Abou-Sir. L'exposition a bénéficié de prêts du musée égyptien du Caire, du grand musée égyptien de Gizeh, ainsi que des prêts de plusieurs musées allemands. Pour le ministre égyptien des Antiquités, Khaled El-Enani, cette exposition est unique en son genre. Pourquoi l'exposition Les Rois du Soleil est-elle exceptionnelle ? Parce que c'est le premier prêt du musée égyptien du Caire à la République tchèque qui a envoyé un tiers de sa collection égyptienne, soit plus de 90 objets. Beaucoup de ces objets quittent l'Égypte pour la première fois et certains pour la dernière fois, car ils retourneront ensuite en Égypte pour la grande exposition d'un musée que nous ouvrirons l'an prochain. Les Rois du Soleil est à ce jour la plus grande exposition consacrée à la 5e dynastie. Les objets présentés sont mis en valeur par des effets audiovisuels, conférant une touche moderne à l'exposition. Les courts documentaires et les effets sonores plongent le visiteur 5000 ans en arrière. L'exposition devait également comporter des artefacts du Metropolitan Museum de New York, mais la crise sanitaire a empêché le transport de ces objets vers la République tchèque. Toutefois, la difficulté de l'organisation de cette exposition n'est pas nouvelle, comme nous le rappelle Michal Stelik, chargé des expositions au Musée national de Prague. À l'université Charles, nous avons longuement discuté avec le professeur Miroslav Barta de la possibilité de cette exposition. La première fois, c'était avant la révolution de velours, mais les changements en Tchécoslovaquie ont empêché notre projet d'aboutir. La deuxième fois, c'était en 2010. J'étais au Caire pour préparer l'exposition, mais la crise économique et le printemps arabe égyptien ont stoppé net ce projet. Et depuis 2018, nous discutons à nouveau de la tenue de l'exposition. On peut donc dire qu'on prépare plus ou moins cette exposition depuis 1989. Il était aussi prévu que l'exposition circule de musée en musée en Europe, mais ce ne sera pas non plus le cas en raison de l'épidémie de coronavirus. Le Musée national de Prague a donc changé de stratégie en décidant de faire venir des étrangers à Prague plutôt que de faire voyager l'exposition. Notre campagne marketing vise aussi les Autrichiens, les Allemands, les Polonais, les Slovaques et pas seulement les Tchèques. Nous espérons que les frontières vont rester ouvertes. L'avantage de cette exposition est qu'elle est unique en Europe centrale. Nous savons par exemple que Munich et Bratislava n'ont pas d'exposition aussi complète. Je pense qu'il est très intéressant de voir des statues vieilles de 5000 ans. L'époque de Cléopâtre est plus proche de la nôtre que celle des objets présentés ici. L'exposition reste toutefois un pari risqué alors que la pandémie gagne de nouveau du terrain en Europe centrale. Le coût du projet est quant à lui estimé à 50 millions de couronnes. Une épée en fer datant du 2e ou du 1er siècle avant notre ère a été découverte par les archéologues sur le site d'un ancien oppidum celtique à České Lhotice, près de la ville de Chrudim en Bohême de l'Est. En dehors de l'importance de l'objet en soi, cette découverte est aussi l'occasion de se rappeler de la forte présence de populations celtes sur le territoire de l'actuelle République tchèque. Selon certaines interprétations, le nom de Bohême proviendrait du nom de la tribu celte qui vivait sur ce que nous connaissons aujourd'hui comme la République tchèque. Ces Boïens, probablement originaires des plaines du Rhin, du Main et du Danube, ont connu un important exode à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Poussés par des envahisseurs germaniques, ces Boïens se sont installés à la fois dans le nord de l'Italie et en Bohême. Leur présence est attestée en République tchèque par plusieurs oppidas, ces agglomérations proto-historiques fortifiées
utilisant au mieux les défenses naturelles du terrain où elles étaient édifiées. On a retrouvé 7 oppidums celtiques dans le pays, dont celui de České Lhotice dans l'est de la Bohême, et qui est aujourd'hui classé au patrimoine culturel. C'est là, sur ce site, où les premières découvertes ont été faites dès la fin du 19e siècle, qu'a été retrouvée fin mai une épée celtique en fer, comme le relate l'archéologue David Vích. À côté de l'oppidum se trouve une surface herbeuse qui venait d'être labourée récemment. Nous avons profité de l'occasion pour examiner le site avec des détecteurs de métaux. Notre recherche a permis de découvrir toute une série d'objets en fer, dont des pointes de flèches et des fragments de boucles de ceinture. La découverte la plus importante, c'était cette épée réalisée à l'époque du Laténien récent. Il s'agit d'une arme à double tranchant dont la pointe est émoussée. La culture de l'Athènes, ou l'athénienne, est une culture archéologique considérée comme l'apogée de la culture celtique. Nommée d'après le site archéologique éponyme situé en Suisse, cette culture s'est tout particulièrement développée en Bohême, où la plus grande découverte concernant cette période est la tête de Mšetské Jehrovice, exhumée en 1948 et représentant probablement un druide ou un haut dignitaire celte. La découverte de cette épée dont le manche a disparu devait probablement être en bois ou en cuir a étonné les archéologues, tandis que les premiers Celtes inhumaient leurs morts entourés d'objets destinés à les accompagner dans l'au-delà. La civilisation celte tardive avait recours à la crémation qui ne laisse aucune trace. À l'époque du Laténien récent, les Celtes ont des rituels funéraires qui ne laissent aucune trace. Sans tombe, difficile de retrouver de quelconques objets funéraires. Donc, trouver des armes datant de la culture de l'Athènes tardive est quelque chose de rare en soi. On ne saura donc sans doute jamais comment cette épée s'est retrouvée enterrée. Pour David Vích, il pourrait s'agir d'un sacrifice rituel réalisé à proximité de cet oppidum de České Lhotice, le seul qu'on ait retrouvé à ce jour en Bohême de l'Est. L'oppidum que nous fouillons n'est pas aussi connu que d'autres sites celtes dans le pays. Le gros des fouilles a commencé dans les années 1970 et au début du nouveau millénaire. On a retrouvé ici 10 objets en bronze et 10 objets en verre, quelques objets en métal. Ce n'est pas une grosse collection. C'est pour cette raison que nous sommes heureux de cette nouvelle découverte qui peut permettre d'éclairer la vie des communautés celtes de l'époque. La communauté celte de l'oppidum de České Lhotice devait être d'une certaine importance. On suppose qu'il s'agissait là d'un centre de pouvoir situé sur une des branches de la route de l'Ambre, une des plus importantes voies commerciales de l'Antiquité reliant la mer Baltique à la Méditerranée. Une fois dûment analysée et restaurée, l'épée celte ira enrichir les collections du musée régional de Chrudim, où il est déjà possible de venir admirer les objets mis au jour dans les années 70. C'est la fin de cette émission préparée par la rédaction française de la Radio Tchèque qui était présentée aujourd'hui par Anna Kubišta. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy!